truc là des PlayStation. Je vois ton fils, moi. Pas avec moi. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Transversales, le magazine de reportage de la rédaction d'RMC Sport. Erreur, c'est le nom du document que vous allez voir dans un instant. Erreur comme les fautes de jugement d'un arbitre dont tout le monde se souvient. Des erreurs aussi célèbres que certains buts ou certains gestes. Elles ont marqué et font partie de l'histoire du foot. Jamais en France, un reportage ne s'était penché d'aussi près sur ces erreurs. Nous sommes allés rencontrer des arbitres à l'origine de ces événements marquants, des moments qui ont changé, bouleversé l'histoire d'un match, mais aussi plus tard changé la vie de ces arbitres. C'est notamment l'arbitre de la main de Vata, celui de la fucking disgrace, le Chelsea-Barcelone de 2009, la main de Thierry Henry, Byron Moreno, l'arbitre du 8e de finale au Mondial 2002 entre la Corée du Sud et l'Italie, ou encore Urs Meier, l'arbitre du Portugal-Angleterre de l'Euro 2004. Dans ce film, vous découvrirez leurs témoignages exclusifs et une vision de l'arbitrage très humaine. C'est d'ailleurs le but de la démarche. Bien loin de la robotisation que propose le VAR, on a voulu ramener ces erreurs à leur dimension humaine. Ces arbitres ont donc accepté de parler, de revenir sur ces matchs. Ils sont 5, Martin Hansson, Tom Henning Ovrebo, Marcel van Langenhove, Urs Meier et Byron Moreno. Erreur. Le document est signé Adriano Recchia. Tu ne l'as pas vu et en plus, on te prend pour un corrompu. C'est pas mon ami, hein, Vata. El justiciero. Yo no tengo que culparle al fútbol, al arbitraje, a la Copa del Mundo o a ese partido. A mi papá sí lo insultaba. Vergogna, scandalo. Se hablaba de corrupción, que después se cayó con el tráfico de drogas. Dernière minute du temps réglementaire, et là, monsieur Urs Meier refuse ce but. It was really hard. Deaf streets. When I heard English voices, I was always afraid. You should be dead, or you and your family should be dead. You're a fucking disgrace, a God's mistake. Fala que foi roubo. On a été volé par FIFA. Cheat, cheat, cheat. I thought we were right. Ça devient Thierry le voleur. I understood that it would be a part of my life. Ça fait 53 ans que je suis marié, donc c'est ça, 53 ans. C'est grâce à ma femme hein, qu'on est si longtemps ensemble. Hein. Avec ma carrière d'arbitre, j'ai été parti beaucoup, donc. Je suis bourgmestre d'honneur aussi, parce que je ne suis plus dans la politique, hein, je ne fais plus rien maintenant. Moi, chez vous, on dit 75 ans. Hein. Donc, ça commence, hein, 75 ans, ça vaut la peine. Hein. C'est la pancarte jaune, là. Tu vois tout au-dessus, là, Marcel van Langenhove Stadion. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est ma propriété. Hein. Au début, j'étais pas fort content de ça. Parce que, normalement, dans un stade, quand on est décédé, hein, donc je suis encore là. Donc, mais enfin, bon, ça fait quand même plaisir. Hein. Ça veut dire que les gens ont confiance en moi. Que je ne suis pas un tricheur. Et là, à gauche, est encore mis aussi. Hein. Vous voyez, à gauche, là, mon nom est encore une fois sur la tribune. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois arbitre de l'année, de 84 jusqu'en 91. 8 fois. C'est déjà pas mal. Hein? Un petit Panini, bravo, je peux le dire. Ça, c'est pas Panini, ça, c'est tout vieux. 76, ouais.
avec Avalanche, président de la FIFA, avec Pelé. Ce sont des souvenirs, hein, ça. Avec le pape, Jean-Paul II, à la Coupe du Monde. Hein. Comment on dit souvenir, souvenir. Hein. On n'était que 3 sur le terrain. Il y avait l'arbitre central, il y avait 2 juges de touche. Il n'y avait même pas un 4e homme et il n'y avait certainement pas du VAR. Donc, c'est déjà une grande différence avec l'arbitrage actuel. Mais il fallait quand même essayer de tout voir. C'est un match retour d'une Coupe d'Europe. C'était la grande Coupe d'Europe, c'était la Champions League actuelle. C'était le début d'une aventure européenne que Bernard Tapie avait en tête depuis un petit moment, quand il rachète le club en 86. C'est les premières années où on prend conscience qu'il y a peut-être la place pour aller chercher cette compétition. Un président exceptionnel, des joueurs exceptionnels, une ville exceptionnelle, des supporters exceptionnels. C'était vraiment... tout était fait pour réussir à Marseille. À l'époque, M. Marcel van Langenhove, l'arbitre belge, est quelqu'un dont on ne parle pas. Comme souvent d'ailleurs, les arbitres, on n'en parle que s'il y a des problèmes. Donc lui, c'est quelqu'un dont on ne parle pas, ou très peu. En tout cas, surtout pas avant le match. L'OM, c'était la première équipe française qui allait jouer une finale de la Coupe d'Europe. Le match aller, c'était 2-1 pour l'OM, qui a eu des occasions 4 ou 5 pour mettre 4 goals. Alors j'avais la paix au match retour. J'ai un souvenir particulier du match aller, parce qu'on domine, et ce soir-là, il n'y a rien qui rentre, quoi. Et finalement, on ne gagne que 2-1. Et en face de nous, on a une équipe qui est expérimentée, hein, avec beaucoup d'internationaux portugais, des garçons qui ont de la bouteille, qui connaissent aussi ce niveau de compétition. Et ce match retour est dans un contexte particulier, parce que c'est l'ancien stade de la Luz, où il y avait 120 000 personnes. Et c'était un temple, ce stade. Então era barulho ensurdecedor que iria acontecer, porque eu vivi aquilo durante 2 anos antes de chegar à Marseille. Je leur souhaite bon match pour les deux, c'est tout. Que le sport est vainqueur et pas d'autre histoire. Chez moi, il y a une pression. Il faut pas faire l'innocent, hein, c'est normal. C'est pour ça que vous devez être dans le match. Et ça a bien marché jusqu'à 8 minutes de la fin, malheureusement. Le match est tendu, on prend une grosse pression. Et malgré tout, on tient et on a des occasions. Tu les mets pas et là, tu sens qu'il va y avoir une embrouille. Pas de la confiance, pas de la suffisance, mais bon, on était quand même assez serein et on était sûr de notre force sur le terrain. Arrivé à la 80e minute, 75e minute, en se disant bon, ben, on a fait le job, on va continuer. Enfin voilà, qu'on était quand même plutôt lucide. L'OM aborde ce match avec une vraie pression, une vraie ambition. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, eh bien, il y a un but incroyable. Ça se passe sur un coup de coin. Et je surveille, il y avait un grand, Magnusson, je pense, c'était un tout grand joueur. Mais c'est un attroupement sur un coup de coin. Et le ballon vient dans le paquet. Je l'ai vécu dans ma chair
Et je suis un des rares à avoir finalement vu tout ce qui s'est passé. J'étais au marquage, deuxième poteau de Vata, donc, qui était un attaquant du Benfica. Et donc il traînait au deuxième poteau, au 6 mètres là. Et à ce moment-là, mon erreur, c'est finalement de jouer plus l'homme que le ballon. Et je pense que le fait de le tenir, c'est ce qui amène ce réflexe. Boum, elle est dedans. Alors on réclame une main, tout ce qu'on veut, mais quand tu l'as pas vu, c'est tout. Hein. Je le vois bien tendre le bras comme ça et prendre le ballon de l'avant-bras pour la mettre au fond. Et je me sens responsable sur le coup parce que je pense vraiment que si j'avais attaqué le ballon avec lui... C'est pas eux la victime, hein. C'est l'homme en noir qui était le méchant, hein. C'était pas eux. Hein. C'est facile hein, de lever la main, ça je sais faire aussi. Hein. Et si moi j'ai fait comme ça que je l'ai pas vu. Il y en a un qui l'a vu, c'est peut-être Castaneda, c'est le gardien. Je suis quand même pas loin, hein. Je la touche un peu, mais pas suffisamment pour la sortir. Si je me détends un peu plus sur ma gauche, eh ben, on parle plus de la main de Vata. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos uns 8 jogadores nessa situação. E o Vata, ele está embutido, né, ali no meio de todo mundo e eu tenho a impressão que ele realmente não consegue ver. Mira, él está ahí, pero mira cuántos jugadores tiene por delante. ¿Cómo puedes ver ahí? O sea, el árbitro está ahí, pero tiene ahí, está bien ubicado, pero mira cuántos jugadores están ahí. Hay muchos jugadores delante que le hacen difícil a él poder ver. Il est placé donc à l'angle de la surface de réparation, hein. Donc sur le côté, donc il a le corner sur le côté gauche, donc il a le but face à lui et les joueurs. Son placement est conforme aux consignes qui sont données aux arbitres pour ce genre de situation de jeu. Il faut vraiment être pratiquement à 2-3 mètres des joueurs pour la voir. Comment voulez-vous aller incriminer l'arbitre sur une décision comme celle-là, alors que finalement ça va très très vite et que n'importe qui à sa place aurait peut-être pris la même décision? L'arbitre est mal placé parce qu'il est au milieu des 18 mètres alors qu'il aurait dû être derrière la ligne de but. Et là, il aurait vu, quoi. Là, je pense qu'il aurait vu, hein. Et Eric Dimeco qui est juste devant, qui peut absolument rien faire. Ils avaient encore l'occasion pendant 8 et 4, ça fait 12 minutes, et ils n'ont pas marqué. S'il y avait 1-1, il n'y avait plus personne qui avait parlé de cette main, parce que c'était 1-1, tout était oublié. Mais c'était pas comme ça, la malchance. D'abord, il y a la réaction des joueurs après le match. Les joueurs marseillais totalement frustrés par cette élimination injuste. Jean-Pierre Papin qui dit « Tout le monde a vu cette main, sauf l'arbitre ». L'arbitre de la demi-finale de la Coupe d'Europe entre le Benfica de Lisbonne et l'Olympique de Marseille a peut-être été acheté. L'équipe de ce matin sort un dossier « Corruption d'arbitre ?» point d'interrogation. L'interrogation porte sur des sommes d'argent, 90 000 $, environ 560 000 francs, qui sont partis du Portugal pour une banque suisse. Mais pas de date, pas de nom, c'est léger. Surtout pour accuser cet homme, Marcel van Langenhove, épicier à Bruxelles et arbitre à Lisbonne lors de cette demi-finale. Si j'ai su qu'il avait une épicerie, c'est que forcément il a dû y avoir des petits trucs un peu bizarres dans son épicerie. C'était une épicerie que ma femme a débuté au début de notre mariage. Il fallait quand même gagner sa vie. Tout le monde savait où était sa boutique, tout le monde connaissait l'endroit où il habitait. Toute la presse française est partie faire des reportages sur M. van Langenhove. Du jour au lendemain, cet arbitre méconnu est devenu une star, mais comme on dirait aujourd'hui, victime de bad buzz. Aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez reçu des menaces de mort. Oui, ça bien, pas de téléphone. Quand je te vois, je te donne une balle et tout ça. J'étais quand même un peu inquiet parce que bon... Mais après, tu dis, flûte, hein, on verra bien. Pour moi, c'était assez, ça suffit.
Donc derrière, il y a effectivement toute une polémique qui s'enclenche parce que Bernard Tapie en rajoute une couche. Quelques jours avant la rencontre, Bernard Tapie, sollicité par un mystérieux intermédiaire, refuse d'attendrir l'arbitre belge, M. Van Langenhove, 46 ans. Après le match, le président de l'OM comprend qu'il a été berné et tente de démonter les rouages. J'ai dit aux joueurs, c'est nous qui avons perdu ce soir. Parce qu'on n'a pas su créer le même climat à Marseille, avec des arbitres qu'on reçoit gentiment, avec les équipes adverses. Je vous en prie, vous voulez une tasse de thé? Non, mais j'en ferai rien. Et puis, il sait que ça se passe bien, etc. Et puis là, où il y a une guerre des nerfs épouvantable, on n'a pas pu les voir. Pas le droit de les voir, c'était tout bouclé. Bon. Donc on a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Il a une phrase à la fin du match qui va le poursuivre toute sa carrière et qui a été mal comprise. Il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais. Cette phrase, on sait pas trop. On sait pas trop. Enfin, on sait pas trop. C'est comment dirais-je. C'est difficile à expliquer puisque c'est lui qui l'a prononcé. Ça joue dans ta vie. C'est une partie que ça fait mal. Tu l'as pas vu et en plus on te prend pour un corrompu. C'est désagréable comme tout. Hein. Corrompu, je pense pas. Voilà ce que je lui reproche, et c'est d'avoir pas su gérer ce moment du match qui était important, de mettre toutes les chances de son côté pour pas se tromper, parce qu'il s'est trompé. Hein, toutes les caméras du monde l'ont montré. Je sais que j'ai rien fait. Je sais voir tout le monde droit dans les yeux. Et j'ai ma fierté. Je me cache pas. On a tous souffert à notre niveau, hein. Donc lui, c'est normal, hein. Moi, ça me dérange pas. J'étais acheté, mais par qui? Grande direction. Peut-être par Benfica, peut-être, hein. Je sais pas. Je voudrais qu'il m'explique ça, mais il m'a jamais expliqué ça. Il faut reconnaître que Bernard Tapie avait un vrai charisme. Il avait une technique d'intimidation, en tout cas pour persuader les gens, pour les convertir à ses positions. Il savait être très percutant, très convaincant dans la discussion, dans l'argumentation et parfois même un peu dans la menace. À l'époque, Bernard Tapie, au niveau politique, il avait beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, notamment Michel Rocard. Au lendemain de l'élimination en demi-finale des deux derniers clubs français des Coupes d'Europe, le foot tricolore a mauvaise mine, à telle enseigne que même le gouvernement et son chef s'en sont émus. Michel Rocard ne veut pas seulement incarner la veuve des joueurs, il a aussi des idées novatrices. Des juges arbitres qui, suivant le match sur le bord du terrain et avec un écran de contrôle, auraient le pouvoir de rectifier instantanément une erreur manifeste. Il m'a écrit personnellement, j'ai pas répondu. Hein. Il a interpellé le gouvernement belge, c'était presque la guerre entre la France et la Belgique. Ça a pris aussi une tournure politique parce qu'à l'époque, Bernard Tapie était un homme public très connu et était en train de devenir un homme politique. Il envisageait de se présenter à la mairie de Marseille et surtout, il est devenu un ministre du gouvernement socialiste. Tous les Marseillais ont dit que M. Marcel, on va l'appeler Marcel, était un corrompu. Et les Marseillais, on les connaît aussi le sang bouillant. Donc je pense que Bernard Tapie a dû certainement dire des choses, mais pas aller jusqu'au point de le menacer. J'étais désigné pour la Coupe du Monde, mais il y a une personne qui voulait absolument que j'allais par la Coupe du Monde. Un dirigeant de l'OM, que je ne citerai pas son nom, qui a encore déposé une plainte une semaine avant que je parte à la Coupe du Monde. J'ai dû aller en Suisse, faire ouvrir le secret bancaire. Je n'avais pas de compte en banque suisse. Et par après, on a bien su qu'il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé pour cette personne qui a fait un faux chose. Et bon, je vais m'arrêter là parce que ça ne vaut même pas la peine encore de discuter là-dessus. J'ai été
acquitté par la FIFA et l'UEFA là-bas à Berne. J'ai été à la Coupe du Monde. J'ai encore été élu meilleur arbitre de Belgique pour la 8e fois, l'année après. L'OM, cette année-là, s'arrête en demi-finale. L'année suivante, il va en finale contre l'Étoile Rouge et il est battu au tir au but à Paris. Et puis, 2 ans plus tard, il se retrouve en finale contre Milan à Munich. Ils vont gagner, mais entre-temps, éclate la fameuse affaire VAOM avec les matchs truqués contre Valenciennes. Donc forcément, les propos de Bernard Tapie à cette époque ne prennent pas toute la portée qu'on leur connaît aujourd'hui. C'est lui le tricheur, c'est pas moi. Hein. Je parle d'une personne, je ne cite pas son nom. Hein. Pour moi, cette personne n'existe pas. Non, j'ai rien à voir avec cette personne-là. Il m'a trop blessé. Je suis touché quand je le vois parce que je comprends ce qu'il a vécu. Il a été harcelé. Hein. Autant nous, quand tu arrives à ce genre d'action-là, on a tous fait des erreurs et on en a fait avant, on en a fait après. Mais nous, la chance qu'on a eue, c'est que derrière, il y a eu un après. Je crois que la carrière de cet homme-là s'arrête à ce moment-là, quoi. Parce que quand tu as vécu ça, derrière, il n'a pas pu se racheter et il a été traité comme ça pendant des années et des années. Et je le répète, son nom à Marseille est très connu, Van Langenov, je l'ai toujours dans ma tête. Et tu demandes aux Marseillais qui est Monsieur Van Langenov, c'est l'arbitre qui nous a volé en demi-finale contre le Benfica. A posição de árbitro ela é muito difícil, muito difícil. Você tem que decidir em milésimos de segundo uma situação que pode gerar uma vitória, uma derrota de alguém. É muito complicado e a gente, de vez em quando, temos que pensar nessa situação também. Moi, j'en fais aussi Avatar. C'est normal. Je ne vais pas l'applaudir hein, quand je le vois. Parce qu'il paraît qu'il est en Chine ou en quoi, je sais pas. Australie. En Australie, voilà. Donc ça ne m'intéresse pas ce qu'il est. Il a encore sa main, peut-être. Oui, ouais, c'est bien. Il n'a pas brûlé. Voilà. Vous seriez prêt à en discuter avec lui Non, ça ne m'intéresse pas. S'il y a encore ce ressentiment, l'arbitre belge, M. Van Langenov, c'est que ça l'a marqué, quoi. Voilà, ça l'a marqué parce qu'on a fait son procès à lui, partout, dans les médias, notamment en France, et moins celui du joueur qui a triché, quoi. Si j'étais supporter de l'OM, je n'étais pas content de l'arbitre non plus, hein, c'est normal. Mais naturellement, ils doivent comprendre que l'arbitre peut se tromper. C'est humain. L'arbitre est un magistrat, quelque part. Et un magistrat n'a pas le droit de se tromper. Quand il se trompe, c'est tout de suite l'injustice. On crie à l'injustice. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, on crie à l'injustice. Il faut rappeler que c'est une activité humaine, avec ses limites, malheureusement. Et que l'arbitre ne peut pas tout voir. Alors, c'est vrai que les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas avoir une telle main qui entraîne un but, l'élimination d'une équipe. Mais malheureusement, si. J'ai aussi mes sentiments. Hein. Ça me blesse, oui. Honnêtement, c'est normal que ça te blesse. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu n'as pas le plaisir de voir ça. Hein. Tu ne comprends pas que je vais courir après. Eh ben, j'ai la vue masquée. C'est pure malchance. Hein. C'est regrettable, mais enfin, bon, pour moi, ça aurait été mieux que je l'aurais vu. Hein. Alors, j'étais le king à Marseille, hein. Pour toute ma vie. Hein.
afición por el fútbol fue de toda la vida. Jugué fútbol en las formativas, en segunda división, pero el vínculo de mi padre con los árbitros, porque era asesor arbitral, y el acompañarlo y el conversar con los árbitros fue haciendo que nazca dentro de mí. Byron Moreno fue un futbolista frustrado porque él siempre en su juventud le gustaba el fútbol y, si no me equivoco, jugó en las divisiones de Deportivo Quito. ¿Por qué quería ser árbitro? Y bueno, mi respuesta fue porque me gusta la justicia, me gusta el fútbol y porque quiero llegar a un mundial. Byron Moreno fue un árbitro muy respetado en el fútbol ecuatoriano, implacable en sus decisiones. Bueno, yo era muy pegada a mi papá. Siempre le acompañaba a todos los partidos. Desde que él empezó, fui muy fanática de él, su fan número 1. Para 1996 ya soy árbitro internacional con escarapela FIFA por Ecuador. Muchas tarjetas, drástico. Yo veo que Byron se satisfacía para sí mismo cuando le decían el justiciero. Muchas veces lo calificaron así. El justiciero. El primer año de primera división yo dirijo un partido en Ecuador entre Green Cross y Delfín de primera categoría, el cual termina a los 78 minutos por inferioridad numérica de uno de los equipos. Es decir, yo ese partido del un equipo expulsé a 3 y del otro equipo expulsé a 5. Y creo que por eso nació el hecho del justiciero. Tarjeta roja y tarjeta amarilla cuando era menos leve. Él fue muy estricto con nosotras. Dirigir partidos importantes, estuvo en Copas América, en Copas Libertadores, antes no había la Copa Sudamericana. En diciembre del 2001, prácticamente al final, estábamos en casa, estábamos almorzando con mi familia y recibo una llamada telefónica del secretario del Ecuafútbol y me dice: Byron, acaba de salir la lista de árbitros elegidos para la Copa Mundial. Y me dice: lo felicito. Lo había buscado, había trabajado para eso, era mi sueño. Todos los días de mi vida, previo a esa designación, sabía que tenía que llegar y trabajé, me dediqué, me esforcé para conseguirlo y gracias a Dios ese día llegó. Fue una emoción indescriptible. La Coupe du Monde en Asie était une Coupe du Monde assez particulière, parce que c'est la première qui est organisée sur 2 pays. Donc la Corée pour 4 groupes du premier tour et le Japon pour 4 autres groupes. Un partido con un ambiente muy festivo. Corea había avanzado a esa etapa que no se esperaba. Italia venía sin demostrar lo que realmente de Italia se esperaba. La tomamos con mucha seriedad, al igual que todos los partidos. Simplemente planificamos el partido de acuerdo a las instrucciones que habíamos tenido de FIFA, ser severos con la simulación, ser severos con las entradas por detrás y también con la joyería. Y el partido ocurrió bien. Le fait qu'il soit au sifflet de ce Italie-Corée, au départ, ça intrigue peu de monde, si ce n'est les Italiens qui étaient toujours très regardants sur l'identité des arbitres. Sono le 13:30 e sono 40 gradi in Piazza Duomo, almeno 50.000 persone sono qua per assistere a Italia-Corea del Sud, una partita da dentro o fuori. L'unico problema è l'arbitro. Hai più paura della Corea o dell'arbitro? Dell'arbitro! Però c'erano forti
quando venne resa nota la designazione di questo signore, forti remore, perché non è che la sua carriera fosse, come dire, stata scandita da grandi successi o grandi prestazioni. Dans cette Coupe du Monde, il y avait la règle du but en heure. Donc, à la fin de 90 minutes, temps additionnel, et la première équipe qui marquait un but s'est qualifiée. Déjà, du début, les choses commençaient à tourner mal pour l'Italie. Le déroulé du match, au commencement, ne prête pas à polémique. Christian Vieri comme avant-centre qui marque très vite dès la 18e minute. Donc on se dit à ce moment-là, bon ça y est, ça va passer pour l'Italie. Et puis l'Italie ne parvient pas à faire le break. Les Coréens vraiment s'accrochent. Après des fautes sur lesquelles les Italiens étaient toujours sanctionnés d'une façon très lourde et les Coréennes pouvaient être un peu plus dures, un peu plus méchantes. Yo había sancionado antes una falta del Piero por sujeción. Como yo sanciono, giro para ubicarme y yo no veo el momento en que el coreano abre el brazo. Por eso no lo sanciono. Yo habría visto la acción en donde él abre el brazo y lo impacta, era tarjeta roja. Donc petit à petit dans les matchs, un peu les doutes ont commencé à rentrer dans la tête des Italiens. Eccolo qua, ecco qui c'è il fallaccio tremendo su Zambrotta che viene letteralmente abbattuto e resta impunito. Cioè qui veramente a un certo punto si scatena una caccia all'uomo. Yo sanciono la falta, pero no mido por mi ubicación la verdadera violencia y el contacto real que hay. Pero mira, que ahí está mi asistente de frente, quien tiene una mayor capacidad de visión y que tampoco me apoya. Debía o podía haber sido roja. Sí, pero yo no la aprecio de esa forma por mi ubicación. Ce qui se passe, c'est que lors de cette prolongation, les Italiens la débutent avec déjà 4 joueurs avertis. À la 103e minute, il y a une attaque. Adesso lo ammonisce, attento. Ma no, adesso ammonisce allora va bene. Simulación. ¿Por qué? Porque el jugador, la regla dice, el momento de ir a buscar el balón, topar primero al jugador antes que al balón, falta. Pero si topas primero el balón, no es falta. Además que la caída de Francesco Totti es exagerada y él gira buscando que se sancione un tiro penal. ¿Sí? Entonces, lo amonesto por la simulación, por la exageración en la caída. Ya tenía amarilla, tenía che mostrarle la roja. Cioè qui c'è un rigore netto, ma lo dicono le immagini, non è una sensazione né un'impressione, né tantomeno, come dire, un episodio suscettibile di interpretazioni diverse. Qui viene Song, se non vado errato, abbatte Totti con un intervento da dietro in area e Totti viene ammonito per simulazione. Il a considéré qu'il y avait une simulation, eh bien, on doit l'accepter. On doit l'accepter. À la limite, il siffle peut-être le penalty sur cette action-là, j'aurais dit pareil, parce que c'est vraiment du 50-50. Il y a aussi cette action-là où Damiano Tommasi part vraiment à la limite du hors-jeu. Il va ensuite dribbler le gardien. Est-ce qu'il y aurait hors-jeu ou pas? Pour moi, il n'y a pas hors-jeu, effectivement, sur cette action. Là, c'est toujours très difficile à juger. Il famoso episodio del gol che viene invece annullato con il guardalinee che alza dopo la bandierina e la posizione è regolare. Quindi, cioè veramente sono riaprire le ferite che pensavo si fossero rimarginate in 17 anni. Esa jugada es netamente del árbitro asistente. Antes el árbitro asistente se llamaba juez de línea. Clairement, les Italiens ont le sentiment de s'être fait voler
Yo vengo de forma perpendicular, yo no puedo saber si está adelantado o no. Pero mi asistente que corre de forma lateral, que debe tener el perfecto panorama, esa acción es de él. Les Italiens étaient déjà sous pression, ils avaient une seconde période plutôt compliquée, les Coréens étaient survoltés, et ce qui se passe, c'est qu'à 3 minutes de la fin de la prolongation, les Coréens marquent un but en or par Han, et donc l'Italie est ainsi éliminée. Trapattoni, l'entraîneur des Azzurri, crie au scandale. Termina el partido, no hay mayor cosa, porque el partido termina por gol de oro. Arbitro, vergogna. Corea, vergogna. Mondiali, scandalo. Italia eliminata con la truffa. Personalmente non ho mai visto simili misfatti in tanti anni di carriera sui campi di calcio di tutto il mondo. E nelle case, negli uffici, nelle piazze di tutta Italia, queste parole, vergogna, scandalo, truffa, imbroglio, complotto, sono passate di bocca in bocca. Un botto incredibile di audience. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, tout le monde s'est dit, mais qui est cet arbitre? Sì, Collina è un tesserato della Federazione Italiana Gioco Calcio, partecipa ai campionati del mondo rappresentando la Federcalcio italiana. È evidente che se la Federcalcio italiana vuole protestare con un gesto, un atto forte contro i furti di cui è stata vittima ai mondiali, ritira l'arbitro che la rappresenta. Arrivavano allora delle mail, perché c'era già la mail, stiamo parlando del 2002, i fax. E c'erano ovviamente le reazioni dei tifosi più indignati, più esasperati. Di Biagio sulla traversa. 2000 finale dell'Europeo, golden goal di Trezeguet. 2002 Moreno. Trapattoni aveva lentamente ricostruito il morale di una squadra, però certamente il contraccolpo fu durissimo. Il y avait en Italie une grosse amertume à l'égard, une grosse rancœur à l'égard de Byron Moreno, et c'était régulièrement que tous ces faits et gestes étaient rapportés dans la presse italienne ou dans les différents médias. Se hablaba de corrupción, de que la FIFA había metido la mano para proteger a Corea. La prensa italiana fue la única que habló de eso. La prensa argentina, la prensa de mi país, la prensa de otros lados tuvieron una visión diferente, y más la de mi país, porque sabían cómo era mi estilo de arbitraje. Entonces se sembró una sombra de duda sobre la honestidad de Byron Moreno, y claro, como en todo lado, los detractores aparecieron. Fue el que habló de que Corea me había comprado, que Corea me había dado 2 carros. A raíz de ese episodio del Italia con Corea del Sur, naturalmente, pues quedó en el ojo de la tormenta Byron Moreno. Yo ya tenía mi ticket de regreso. O sea, no pasa nada, termina el Mundial y luego de algún tiempo me dicen que FIFA iba a abrir. Cuando me dieron la noticia, para mí fue una alegría, porque yo no tenía nada que esconder. Y resuelve que no hay ningún rastro de algo anormal o anormalidad en mi trabajo arbitral, ni nada, declarando inocencia total. Previo después del Mundial, cadenas italianas me ofrecieron llevarme a Italia y pagándome un muy buen dinero. ¿Sí? Y yo no acepté. Me ofrecieron $300,000. Pero dije que no, porque para decir mi verdad no tenían que pagarme eso. Yo viajé después, en diciembre, con gastos de movilización y un viático ínfimo, a dar mi verdad, donde hablé con José Altafini, donde José Altafini después tuvo muy buenos criterios con respecto a lo que dialogó conmigo. En principio acá se conoció que Byron Moreno había sido invitado para participar en un programa de la televisión italiana en donde se iba a analizar todo lo que aconteció en ese partido. Pero luego nos enteramos que Byron Moreno se prestó para que le hagan tamañas ridiculeces, come che le tiravano tomates. Io sono patriottico e sono contrario agli arbitri che non sono italiani. Come dite arbitri voi dalle vostre parti? Arbitro. Noi invece diciamo a fio di... Todo aquello por un poco de plata, entonces desfiguró la imagen
Era parte de la entrevista. Si Altafini me entrevistaba, había partes que yo tenía que estar ahí. Trataba de no verlo porque sabía que me iba a dar coraje, entonces que me iba a molestar mucho. Entonces trataba de no verlo y él también me decía, mejor no veas. No sé si Byron necesitaba tanto dinero como para aceptar eso, pero fue muy mal visto acá porque la dignidad, como tú dices, no fue Byron Moreno, fue el juez ecuatoriano que de alguna manera nos estaba representando. Bueno, sí había momentos en que compañeros de la escuela me molestaban, de que sí, que tu papá es esto, tu papá el justiciero no sé qué, o árbitro vendido, que no sé qué. Retomé mi carrera arbitral acá, luego iban a haber elecciones y me proponen la candidatura a concejal de Quito. Es el principio del fin de la carrera de Byron Moreno. Primero lo de Italia y Corea del Sur. Luego el intervenir en una contienda política siendo árbitro activo y posteriormente yo creo que, como se dice, la gota que derramó el vaso o que produjo esa explosión para su carrera a nivel ecuatoriano y a nivel internacional es lo que aconteció en el partido Liga Deportiva Universitaria Barcelona. Barcelona lleva 22 años que no puede ganar en ese estadio. Habría sido la primera vez y ganaba hasta el minuto 90. Byron Moreno adicionó 16 minutos. Protagonizaba uno de los encuentros más disputados del fútbol ecuatoriano, pero al mismo tiempo polémico, por la cantidad de minutos que adicionó el árbitro central Byron Moreno, lo que le permitió al elenco dueño de casa empatar 3-3 y posteriormente triunfar por el marcador de 4-3. La regla 7, que es la duración del partido, habla que el fútbol tiene 2 tiempos de 45 minutos cada uno. De forma imperativa, la regla te dice, el árbitro deberá recuperar el tiempo que estime, ahí ya le deja libre albedrío del árbitro, la cantidad de minutos que estime debe recuperar para completar los 45 en cada mitad. Me suspendieron 20 fechas, totalmente injusta, en un absurdo. El inspector o asesor del partido a mí me sanciona con regular, que es una fecha. Pero la comisión, por la presión que existe, la comisión de disciplina me pone 20 fechas, más una 21. A mi papá sí lo insultaban en la calle o cuando íbamos en el carro. ¿Qué te digo, Byron Moreno y la puta de tu madre, quiteño chucha de tu madre? Que cuando tú estabas metido en la política, tú pitaste en contra de Barcelona, ¿te acuerdas, chucha de tu madre? Cerrando que eres la verga, ¿qué te digo, Barcelonita de corazón, maricón. A ti te digo mafioso y la verga. Hubo mucha gente que trataba de lanzar cualquier cosa, insultar. Yo, más que todo, soy la menor. Y mi mamá era la que me decía, no, Michelle, tranquila. Digo, no, es que yo quiero responderles. Pero obviamente me afectaba como su hija. Ahí tomo la decisión, una de las lecciones más difíciles de mi vida, que fue retirarme del árbitro. Yo me fui, yo me retiré, a mí nadie me echó. Yo decidí dejar parte de mi vida, mi sueño, mi pasión, por no ser parte de un circo y permitir que jueguen con mi honor. Y después de esto sí, no volvió nunca más a ser el Byron Moreno que nosotros conocimos acá. Continuamos con una noticia de última hora. A 2 años y medio de prisión fue sentenciado el ex árbitro de fútbol y presentador de televisión Byron Moreno, quien fue capturado hace 1 año en Estados Unidos cuando intentaba ingresar 6 kilos de heroína adherido a su cuerpo. El ex árbitro ecuatoriano permanece detenido en una prisión de Brooklyn tras declararse culpable por introducir la droga. Hay momentos en la vida, yo tenía una nueva pareja en Guayaquil. Estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo que puso en riesgo su vida y la del niño, que al final se perdió. Una urgencia económica, porque en la empresa que yo trabajaba me adeudaban 5 meses, pero no me podían resolver inmediatamente. Comencé a buscar a alguien que me pueda prestar el dinero.
No encontraba hasta que alguien me dio un teléfono de gente que prestaba dinero. La emergencia a veces no te hace analizar el hecho de que un 25% de interés mensual es demasiado. Ese interés al mes yo ya tenía para pagar la mitad, pero no me quisieron aceptar la mitad, sino todo. Y eso fue creciendo, ¿sí? Y hubo un momento en que me dijeron, bueno, necesitamos que hagas esto. Yo me negué. Sabían dónde vivía, dónde comía, qué horas trabajaba, todo el movimiento. Y la última fue que me dijeron, bueno, si no lo haces, se muere tu mujer, tu hijo. Y te pones contra la espalda y la pared. Y te pregunto a ti, y les pregunto a todos, ¿qué habrías decidido? Cuando él hizo eso, ya iba un año separado de nosotros. Y en realidad a mí sí me causó mucha depresión. En ese momento todos los ecuatorianos dijimos, si esto hizo ahora, también en el Corea-Italia hay algo más. Es fácil juzgar cuando estás en una zona de confort donde no has tenido que atravesar eso. Fue un error, claro que fue un error. ¿Que me arrepiento? Claro que me arrepiento. Yo creo que ni fue Dios ni fue diablo. Y entonces a Byron Moreno se lo recuerda más por el escándalo en el Liga Barcelona, en el Italia-Corea y en el tema de las drogas. Entonces, él tenía un pedestal y se cayó de ese pedestal. El partido más importante de mi carrera, sí, fue el partido más importante de mi carrera. Yo no tengo que culparle al fútbol, al arbitraje, a la Copa del Mundo o a ese partido. Uno de mis mejores partidos. Yo no puedo maldecir al fútbol, si el fútbol me dio todo. Yo no puedo maldecir al arbitraje, si el arbitraje me mantiene vivo. El maldecir es de gente incompetente y frustrada. Las cosas se dieron. Pero aquí estoy. Tengo 50 años y tengo mucho por qué vivir. Y tengo muchos años por vivir. Y tengo muchas cosas por hacer. Y tengo muchas metas que alcanzar. Aquí estoy. Sigo vivo. Euro 2004 with the game Portugal-England was really one of my best games ever. It was the quarterfinal. So we needed to win that to get to the semis, and that probably would have been the furthest that this England team had ever got since winning the trophy in 1966. Era como uma final se tratasse e nós estávamos bem, estávamos a jogar em casa. Antes do jogo foi como nós nos preparávamos para todas as partidas normais. You know exactly, they have more pressure than in a normal game. Of course, it's a Euro in their own country, so you want they expect to go to the final, they expect to bring the title home. Meyer, c'est le grand arbitre suisse de la fin des années 90, début des années 2000. C'était un arbitre qui a dirigé les plus grands matchs en Europe, dans le monde. Voilà, c'était l'arbitre numéro 1 suisse pendant plusieurs années. C'est un arbitre qui était extrêmement reconnu, quoi. It was my last year as a referee. I had 2 World Cups. I had made 1 Euro 2000, and I had 6 or 7 semi-finals, 1 final in the Champions League. So I was really like a good old wine. And you are there. That you dream as a young
footballer, as a young referee, you dream from such games, and then you stand there and say, come on, and now start. Alors c'est un match extrêmement intéressant, très ouvert, avec Michael Owen qui marque dès la... There's to put Portugal in the semi-final. Keeper beats goalkeeper. But going back onto it and looking at it from the referee's point of view, if the referee would have acted differently at certain times, of course, yeah, there's a chance that my career could have been completely different. It might have got to the final, who knows, might have scored in the final. And probably this moment now is the only time I'll ever think that way. What could have been? Of course, it was always a big question mark. Was it correct? Was it this cancelled goal correct or not? And then he was that phone call from home, and they say me, you are right. And this was really, for me, this was a big. I was really like, wow. When we go to the breakfast room, we have all the newspapers from the whole world was there. So from England, from Germany, from France, from Portugal, all over the world. And in this morning there was no newspaper there. I asked, where are the newspapers? And they say, yeah, today there are no delivery. I said, well, no delivery. Every day the newspapers are here. No, I think it's better you don't read the newspaper this morning. I say, huh? What's happened? Because of right decisions, what's happened? What can be happened? It was Sun, of course. Sun was it. It was Daily Mirror. I think it was other English newspapers. It was. They started immediately. 7 journalists from England came immediately to my hometown in Würenlos and tried to ask my children. My boy was in this time 14 years old, and they offered him tickets for Arsenal Manchester. They didn't confront me directly, like with the question, like what did he wrong? Was he right or was he wrong? They were like more like trying to find some little dirty, some little dark places, like what's my favorite club? Who's my favorite player? Where had I been to my holidays and stuff like that. So I think it was a flight company who bring my email address on the page, so that was clear. My email address was open, my address was open, my telephone numbers was open. There was also an interview in the first night. I think it was the first night. It was the interview with Tony Blair. I watched it several times back, and it was a goal. Can I say how thoroughly I agree with the Taoiseach on this point? And he said, yes, it was a wrong decision from the referee side. Hey, I said, what you stupid man. He was just involved in the Iraq war, and he goes there and say, hey, it was a wrong decision from the referee side. Clear, the whole newspapers take this and make a much bigger campaign against me. No, it was really hard. And also the mails, it was this death threats. Avec la presse anglaise et notamment la presse populaire, c'est derrière, c'est tout de suite, c'est tout ou rien de toute façon. Et là, en l'occurrence, quand l'équipe nationale joue, si elle est éliminée de façon irrégulière, et c'est arrivé dans l'histoire, tout de suite derrière, les Anglais s'en prennent à l'arbitre. Et en l'occurrence, là, il n'a pas du tout été épargné. Il y a eu effectivement des vraies menaces pour lui, des vraies périodes difficiles. Et c'est vrai que Urs Meier, qui était jusqu'alors un arbitre plutôt respecté, s'est retrouvé dans une situation très inconfortable. For me, at the first time, I knew about him, like there was something going on as he called me, and the first thing was like the next week, Monday, I was stepping out of school, and the director of school, he stopped me then suddenly and asked me to stay inside due to there's some like journalists, and they even were thinking that there may be some aggressive fans around them, so I need to take care of myself.
And so it all started. The police took me like my path for my schoolway, which was a 200 meter, which was ridiculous. They took me by car down there, going to stay like 2 weeks like that. And my father had to go undercover. And I go to the UEFA, to the referees committee, and ask them. But they say, no, it's better we may make nothing because there is like a ping pong play game. I was sitting in the airplane in the Swiss, and when we come to Zurich, when we are in the landing process, they ask the people to stay on his seats because one person have to left the airplane first. And I was sitting there, and then come two private policemen came in and say, Mr. Meyer. And say, yeah, what's happened? Yeah, you come out. Why? They brought me both bags to me, then we go back to the car, then we drove to Baden. It's a small city near Zurich, 20 kilometers to Zurich. We go down in a garage. And what we make here in the garage? We change now the car. It became a new car. And with this car, you go to the French part of Switzerland. And you go then underground for 10 days. No contact with your family, no contact with any newspapers or journalists. You are underground now. And also for me, I need more or less 3-4 months to not more. When I heard English voices behind me, I was always like this. I have always like a shock. Oh, English. I was always afraid what can happen. For example, in the airplane or in a hotel or like this, if I have English people behind me, I was always, and I need more or less 3 or 4 months until I have this trauma was away. This nightmare. In Oslo and Norway, the pressure towards the referee is not as big, for instance, as in France or England or other big football nations. So you can live a peaceful life despite the fact that you are a referee. So this is my private practice as a psychologist. I have a painting I got from a patient once. She felt a little bit sorry for me after all the trouble I got after the match. So she painted me a nice painting, so I kept that because I think that was a really nice gesture of her. It's a nice painting, so and it reminds me of nice patients and also about my refereeing career. So I think I will keep that one, I think, in my office here. Got a mail back in October which shows that people can be angry for many years. And here is maybe one of the supporters that have been thinking about my refereeing for 10 years. And he sent me this mail here. And it says from Kurt Cobain. But it says here in the heading, "You're a fucking disgrace, a God's mistake." Building up the atmosphere here at Stamford Bridge.
as they greet Chelsea and Barcelona. And he could be 90 minutes away from a return to the final here. This was the second leg of the semi-final between Chelsea and Barcelona. The first leg was played in Barcelona. The score was 0-0. And we knew then that the winner of this game would go to the final. Le Chelsea, qui a été construit par Mourinho à partir de 2005, est une équipe très athlétique, avec de grands joueurs. Le Barça, repris en 2008 par Pep Guardiola, lui arrive avec une nouvelle philosophie de jeu, donc il y a une vraie opposition de style. Os redores de Stamford Bridge, né, ali sempre muito lotado, sempre tudo azul e o pessoal cantando e esperando a hora do jogo para conseguir comemorar logo depois, né? It was also then an important match for us because the year after it was the World Cup in football in South Africa. Ouvrez-Beau avait toute la confiance et jouissait de toute la considération, je dirais, de la commission d'arbitrage de l'UEFA. I have refereed the quarterfinals in Champions League. I had refereed semi-finals in the UEFA Cup, which was called at that moment. On ne peut pas dire que le choix de l'arbitre ait été en fonction de l'expérience de la personne choisie. Of course, I could feel the tension. I was nervous. I was excited, but in a positive way. Always when you are out refereeing in Champions League, you always get this extra kick in a way when you are in the tunnel of the stadium and you hear the Champions League music. Chelsea. D'ailleurs, Chelsea prend très vite l'avantage grâce à un but de très bon. Donc début de match, une superbe volée qui va se loger quasiment dans sous la barre de Valdés. I have to say that the level of refereeing was not up to the normal standard at that match. So. Player leaning inside, so I think it was more like an attempt to get a penalty. But of course, when you look at it, you can see it can look like the hand, the holding also inside. But for me, the holding started outside, and then the Chelsea player tried to lean into the penalty area to try to get advantage of the situation. So for me, I think that was an okay decision. Quand une faute est commise à l'extérieur de la surface de réparation et qu'elle continue à l'intérieur de la surface, on sanctionne la faute la plus grave, à savoir penalty. Il y a un accrochage de Didier Drogba par Yaya Touré. Il y a une main de Gérard Piqué devant Anelka. A vontade de todos de chegar no juiz e até mesmo agredir não é uma coisa correta. Et c'est là qu'il dit I saw it on the news the day after, so I didn't see it immediately. So I didn't know about that reaction. But of course, it's not nice. It's not the way a professional player should behave. But again, we went into the dressing room, and then also eventually the fourth official came into the dressing room, and the whole team was there. And as a referee, you always know when you had a good match or not, and we knew. Or at least I knew that this match was not at the level that we normally refereed on. So of course the atmosphere and the talk in the dressing room was not very yes, today we made it, boys, this was a great match. It was more like we should have shall we start up again. Ça reste un homme, c'est un sportif. C'est encore une fois, il y a des jours où on est moins en forme. D'entrée de jeu, on est déstabilisé parce qu'on n'a pas pris une bonne décision. Puis on porte ça tout le match. Puis le match est compliqué. Il y a des situations conflictuelles dans la surface où on prend des décisions qui sont contestées, où on est envahi d'un doute. Et voilà, on n'est pas dans le coup. C'est dans le tunnel, ça vocifère de partout. Il ne faut pas qu'il y ait un ballon qui traîne, une bouteille vide ou une bouteille pleine qui traîne dans le vestiaire. Ça fusille de partout. Over the top in a way, but
I also must say that, for instance, Guy Hiddink, who was the coach, he also came into the dressing room after the game, gave me the video and behaved very professional and just said, Mr. Overbo, I think you should take a look at the video. Une demi-finale de Champions League, tout le monde doit être au top niveau. Les deux équipes, je pense qu'elles l'ont été parce qu'elles ont fait un spectacle énorme, d'accord? Malheureusement, tout le monde ne l'était pas. No, well, that was a little bit, can I say, strange experience, because when we arrived at Gardermoen, we had to go through the back entrance. Two police men were meeting us, and they escorted us down to the Oslo border. And then we went to my colleague's house, because in front of my house it was a lot of media people. And then we sit down at his place to write the report and to finish the report and send everything to EFA. And I couldn't go to my house. So that was a little bit special experience. It was a lot of SMS and telephone calls, and they also tried to call a few friends of my family to reach me through them. So it was a lot of pressure to try to get me to say something about the match. So of course that lasted for some days and weeks. Yeah, it was like you should be dead, or you and your family should be dead, and things like that. I didn't share it with my family too much, of course, because I didn't want to make them worried. I had refereed for about 30 years in total, 20 of those years in top football, and on the international level, 10 years as a referee in the Champions League. But of course, after this match, my reputation as a referee went on the toilet. Understandable, I was not selected for the World Cup the year after. So I very quickly decided to continue, and I had a discussion with the head of refereeing in Norway. So for me, it was one experience which I hopefully learned something from about the handball rule and things like that. But besides that, it was not like it was like a trauma, and that's maybe a good thing when I work as a psychologist. I meet people with real problems. I meet people that do not want to continue their life, that maybe have suicidal thoughts and really have problems in their life. And then to miss a penalty or to do a mistake in a football game is not, of course, it's not ideal, it's not optimal, but when you put it a little bit in perspective, it's not the end of the world in a way. And we are now at the club where I started play football when I was 6 years old, so it's a lot of years ago. Wish they have changed the key. I think my quality as player decided my what to be. Of course, there wasn't enough referees for youth football, so when I was 15, some people from the club asked me to become a referee. I've been chairman for 7 years, 8 years, something. Always raining, bad, dark.
Yeah. This is our place. My father is born here, my grandfather, my grandfather's father, my grandfather's grandfather, so I like it here. This is where we spend a lot of time watching clips from referees' good decision and some a little bit worse. So my wife Hege is also an instructor and a member in the Swedish referee committee. So we have a lot of work to do with this. I need to tell them when we were before our friends, when we became a couple, or yes, and they said, yes, we have heard that your new boyfriend many years ago, but was a referee. And who was him? As I said, yes, he's Martin Hansson from Sweden. Oh, we don't know him because they were not in football. I said, he's the referee from the handball of Thierry Henry. Oh, that guy, yes, we know him. And the Republic of Ireland will play France. So first game in Ireland, return game in France. It was very interesting. In Ireland, the game was 1-0. Martin Hansson, lorsqu'il est désigné pour diriger ce match France-Irlande, a une très bonne cote auprès des instances de l'arbitrage international. La FIFA désigne des arbitres de qualité pour lesquels ils ont entièrement confiance. On the bus on the way there, it was like, right, this is it, we're 2 hours away from kick-off, let's make sure that there's no regrets and we give it everything we've got. L'équipe de France, à cette époque-là, c'est l'équipe que tout le monde aime détester. Les Bleus sortent d'une compétition et leur sélectionneur en tête avec une espèce de longue traînée de casseroles comme ça aux fesses et qui font un bruit épouvantable. And I was in a very good mood for this moment, and in my career was a good flow. Earlier this year I had a final in the Confederations Cup, and it was lucky and some good playoff games for Champions League. We knew who he was, yeah. We've probably had him in games before, and we've seen him around and stuff like that, but he's the least your worries going into a game. We were staying in Paris. They stopped the traffic on the highway because the referee should go to the stadium. And we were thinking that this night nothing can go wrong. We will manage this game as we have done before. So. Très vite, on résiste pas, on résiste mal, on est désynchronisé collectivement, on fuit les duels. Et puis à la demi-heure de jeu, il y a un but de Robbie Keane. But this could be a good ball forward, and it is. Duff gets it back, and that's got to be the goal, and it is. Ireland score the 1-0, and it's Robbie Keane. Donc là, sur l'ensemble des deux matchs, les deux formations sont alors à égalité. Du coup, il n'y a pas d'autre but durant le temps réglementaire et on va en prolongation. And I remember in the end of the game, I was thinking, I'm lucky tonight, half an hour more. This will be great because it was so nice. Good feeling running around on the pitch. The referee will be saying to you that he enjoyed the game. Maybe he should have been concentrating a bit more. À la 103e minute, il y a un coup franc de Malouda. I gave a free kick for France at the position that we are instructed to do. And, Goal for France, and it counts. I realized that there was a lot of players who complained at the same time. And normally when this happens, something is wrong when so many players complain together. It wasn't even a one handball, it was a double handball, so he sort of blocked it with that and he's pulled it in with his left hand as well, so it was, obviously I was the closest to it, probably, you know, from here to the camera away, and
It was that blatant, to be honest. Even I think Henry thought, you know, it was going to be a free kick because it wasn't like a subtle one. It was so blatant. So I'm going to get the ball, and I've looked around, and the ref's like pointing to the middle of the goal, middle of the pitch for a goal. Je me suis dit, il y a un problème parce que nous de là où on est, on voit rien. Et donc je suis allé dans la loge et j'ai vu l'écran, j'ai vu la ralentie, j'ai dit c'est terrible. Et après je suis revenu, je regardais l'arbitre qui cherchait de l'aide. Il a sans doute interpellé ses assistants, le quatrième arbitre. Il ne la voit pas, il n'a pas vu. But the lads are saying it's handball, it's handball, it's handball, and saying Shay Given, I remember him charging out after the referee and like couldn't believe the fact that he hadn't seen it. I was pretty sure that we have taken a good and correct decision because it could look like the player who scored used the arm, but we were quite sure that he had used the head or maybe the shoulders. Ce qu'on demande à un arbitre, c'est de ne pas être axial. Voilà, se courir un peu sur les côtés dans une forme de diagonale, vous voyez, à l'opposé toujours de son assistant. On ne demande pas à un arbitre d'être au milieu de la surface de séparation, au milieu des joueurs, parce qu'il pourrait gêner le jeu, les joueurs, et pourrait toucher le ballon. L'arbitre reste sur le terrain, à l'angle de la surface de réparation, pour élargir son champ de vision. Pourquoi? Parce que s'il y a une contre-attaque, comme ça, il peut démarrer plus vite et être plus près de l'action. El árbitro tiene un campo visual que lamentablemente se ve interrumpido por el movimiento y ubicación de jugadores. La cámara tiene la lateral, la del medio, de atrás del arco, la pluma. Entonces es muy, muy complicado para el árbitro hoy en día. En ese entonces, hoy el VAR puede ayudar mucho esto. I was blocked from a lot of players, so I couldn't see that at all. And the player protests very hard, of course, but in that moment, I thought we were correct with a good decision, but unfortunately we wasn't. Franchement, soyons réalistes. Est-ce qu'on peut, à 20 mètres, avec une multitude de joueurs devant soi, dire que l'arbitre aurait dû voir cette main? Mais n'importe quel arbitre à la place d'Hanson aurait pris la même décision. Encore faut-il comprendre que l'arbitre ne peut pas être non plus derrière chaque joueur. Moi, je pense à mon match. Moi, je dis, oh là là, mon ami, tu vas en faire quelque chose comme moi, mais tu as une chance que tu n'as pas la personne qui a été contre moi. Les Irlandais, ils ont fait beaucoup de bruit, mais ils n'ont pas fait comme l'autre personne a fait avec moi. C'était la seule nuance qu'il y avait. On s'en prend toujours à l'arbitre qui s'est trompé, malheureusement. Et jamais à ceux qui ont triché. C'est ainsi, on ne peut que le déplorer. Mais on le sait, quand on est arbitre, hein, on est en première ligne. Le coup de sifflet final arrive, et bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a Thierry Henry qui va s'asseoir à côté des Irlandais, dont il vient de voler un espoir de qualification. He came over and just said, I handled it. We spoke earlier about should he have told the ref. If he wasn't going to tell the ref, I don't know what the point in him telling me was. You know, it wasn't any benefit to me or whatever. My reaction was just, I don't care. It's done, it's over. Don't try and justify yourself to me. Oui, la main, quand la balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi, forcément je centre. Après, comme je disais à vos collègues irlandais, je ne suis pas l'arbitre. We don't want to be a part of this because we got cheated tonight. Again, look at all this supporter. Cheat, cheat. The referee observer reached the dressing room maybe 20 minutes after we have been there. He said, I'm sorry guys, you have done an awesome game, except for one situation. There is a clear handball before the France score. And I said, but he used the head or the shoulder maybe. It's not that situation, he said. You can't see it. But it's Henri who
really deliberately take the ball with the hand. So it's clear handball. So that was the first time when we really realized that here was something wrong. And then we went for dinner, and I don't think we touched the food. And then we went back to the hotel, and there, for the first time, we could watch this in the DVD. And then we realized that it's a clear handball that we couldn't see. So that was, what to say, the big disaster for me. That I have made so much trouble for Ireland, of course. Et on a été volé par FIFA. C'est triste, ce n'était pas juste du tout. After this game, I went directly to our Swedish top referees finals seminar for this year. So I went direct to Enköping, and I wasn't. The media couldn't reach me or phone me or something like that. So of course, I read about it a bit, and yeah, a crazy mess, I will say. Le débat s'est recentré complètement sur Thierry Henry. Ça devient Thierry le voleur. Il m'explique qu'il a dû mettre sa fille qui vit à Londres sous surveillance, qu'il est l'objet de toutes les agressions sur les réseaux sociaux de l'époque possibles et imaginables, que des supporters britanniques jusqu'au centre d'entraînement à Barcelone viennent le voir avec pancarte, panneau à la sortie de l'entraînement, le traitant de voleur. C'est un marqueur dans sa carrière, et c'est aussi un marqueur très important dans sa relation avec le public français. Là, il y a eu la main de Vata, il y a eu la main de Maradona, mais ce soir on a eu la main de Thierry Henry. Et quand je vois donc Thierry Henry manifester sa joie comme ça, je suis un peu embêté. Il n'y a que lui qui sait si c'était volontaire ou non. Certainly when he handled it, his fan base in Ireland probably disappeared overnight, and people, whoever they supported Arsenal or not, they didn't support him anymore. Sur Thierry Henry, ça fait une affaire d'État. Je pense que beaucoup de personnes, même au niveau de la politique, s'en sont mêlées, et il l'a très mal vécu. Are you going to raise the matter of the match with Mr. Sarkozy, albeit not around the table of the European Council? Well, we'll probably have a chat about it away from the table. J'ai dit à Brian Cohen, qui est mon ami, comme vous le savez, combien j'étais désolé pour eux. Maintenant, ne me demandez pas de me substituer aux instances à l'arbitre du match. And quite after the following weeks, I understand that this will take a small part of the rest of my life. You became a little bit more careful with what you are saying, and who you are talking with, and so on, and thinking about what's the main question from these persons, and so on. I have covered phone number and as covered address as possible, and so on. We've also written to the French FA today as well to ask them to accede to replay, given the world nature of what happened last night. La fédération irlandaise qui va réclamer à la FIFA d'avoir un match à rejouer, ce qui sera refusé par la FIFA. La fédération irlandaise qui va demander à participer quand même à la Coupe du Monde, ce qui sera évidemment refusé. On a su ensuite, lors des enquêtes qui ont eu lieu en 2015, que la FIFA avait payé une forme de dédommagement aux Irlandais sous forme de prêt. La FIFA accorde une enveloppe de 10 millions de dollars à la fédération irlandaise pour qu'elle construise un stade. Mais bon, des erreurs d'arbitrage, il y en a un paquet. Qu'est-ce qu'a bien pu dire le secrétaire général de la fédération irlandaise pour obtenir 10 millions de dollars sans en passer même par la validation du comité exécutif? J'aimerais bien un jour avoir le fin mot de l'histoire.
We were in UEFA course in the beginning of February 2010, and I think it was on the way back home from that FIFA announced which referee who had been appointed for the 2010 in South Africa. I was happy, and I thought that now FIFA have realized that from my position, I couldn't do any other decision in this situation in France. So, yeah, I was happy. It was a success. It was crazy ups and downs there because I was appointed, and I thought, of course, that we should have games. And that was my main goal in my career, to have a World Cup game, but I was only appointed a fourth official, and I also know that FIFA's referee committee appointed me for some games, but there were some other who took this appointment away. Yeah, I would have loved to play in a World Cup. I didn't have the opportunity. I went to 2002. Cette erreur d'arbitrage, c'est un coup de pouce de l'enfer, ouais. On a parlé de Thierry Henry, mais pour l'équipe de France, la fédération, ça va aussi être le début d'une chute vertigineuse qui va aboutir à l'implosion totale et malheureusement historique de Neisner en Afrique du Sud. La main de Thierry Henry qui amène ce but de Gallas et la qualification des Bleus aux dépens de l'Irlande relance le débat sur l'utilisation de la vidéo ou d'autres solutions. Et Michel Platini, lui, reste opposé à la vidéo. Il a une autre solution à proposer, c'est les 5 arbitres. Et donc l'UEFA va ensuite décider de l'installer. Il s'avérera à l'usage que ce n'était pas très utile. I don't know, but I hadn't heard anything about additional referees before, so I think UEFA started with it the year after this happened, I think. So it might kind of be because of this, yes. Maybe one of the most useful things for referees to learn from this is to be humble. If you're succeeding, you're making good games, you're a very good referee and so on, it can change very quick. I have a wonderful life. Me and my wife together have 4 children with success, and I have a job that I like. When I finished refereeing, I was a little bit tired of traveling and so on, but nowadays I look forward to it again. I enjoy it. J'aimais bien d'arbitrer, c'est ça. Il faut aimer l'arbitrage parce qu'autrement, pour se faire insulter toutes les semaines, et même sous pression, c'est pas toujours agréable. I think you get so used to it during your career, so I don't think you're spending much time thinking about it. For some way, it has been a part of the refereeing. The problem, we have only one rules, and the rules are from the FIFA, and we have an international rule, and I think this is clear. By some way, you get used to it, but there were 25,000 spectators in the tribune who hated this decision. As a referee, you don't go around thinking about that. I mean, if people do want to hate me, it's not my problem. This is like being a politician. So also people hate politicians. C'est noble d'être arbitre, je trouve. C'est tout à fait respectable. Et on a besoin d'arbitres. Alors, c'est vrai, à côté de ça, il y a des soirs où on se demandait mais qu'est-ce que je vais me faire ici, quoi. Je me fais rester chez moi, visionner un bon film, aller au cinéma ou au théâtre, que venir ici me faire insulter par 20 000 personnes, me faire emmerder tout le match. Mais on oublie encore une fois tous ces moments-là et on retient que le meilleur.
mi amor al arbitraje, mi pasión por el arbitraje, mi amor por la justicia. Eso jamás va a terminar. El día de mi muerte, ese día terminará mi partido. Mientras tanto, hay mucho tiempo para seguir jugando. Voilà, ce numéro de Transversales est terminé. Merci aux équipes de Nicolas Prader et Philippe Perron d'avoir préparé l'émission. On se retrouve le 13 février, 21h, pour un film évidemment exceptionnel sur José Mourinho. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!